Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, je suis pharmacienne en pédiatrie générale et votre animatrice du balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, on va parler des maladies inflammatoires intestinales. Donc, on va parler de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, on va parler des aspects nutritionnels à considérer et des principaux médicaments couramment utilisés en pédiatrie. Donc, on va en parler avec trois invités que j'ai très hâte de vous présenter. Donc, on a Émile, Geneviève et Omar. Donc, si vous voulez vous présenter un peu plus. Oui, je peux y aller. Donc, merci pour l'invitation, Ça fait Émilie. Ça fait plaisir. plaisir d'être ici. Je m'appelle Émile Demers, puis moi, je suis pharmacien ici là, en gastro-entérologie, entre autres, au CHU Sainte-Justine. Moi, c'est Geneviève Lahey-Riley, nutritionniste avec l'équipe de gastro, hépato et nutrition de Sainte-Justine. Je suis là depuis 2019. Et moi, Omar Albissani, nutritionniste en gastro, puis je suis là depuis 2021. Cool! Ben, merci beaucoup de m'accorder votre temps pour parler des MII. Donc, on va commencer justement en résumant les bases là, sur les maladies inflammatoires de l'intestin, qui sont aussi appelées les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin en Europe, les MICI. Donc, Émile, veux-tu un peu nous parler, là, c'est quoi l'épidémiologie, la physiopathologie de cette condition? Oui, je vais me lancer. Donc, dans les MII, les maladies inflammatoires de l'intestin, finalement, il y en a deux principales qui se différencient de toutes sortes de façons. La première, c'est la maladie de Crohn, puis la deuxième, c'est la colite ulcéreuse. Si jamais il y avait des gens d'Europe qui nous écoutent, la colite ulcéreuse, on l'appelle un peu plus souvent la rectocolite hémorragique. Donc, tout au long là, de la discussion, je vais plus parler soit des deux en même temps, mais sinon, on va essayer de les différencier un petit peu entre les deux. Donc, comment on décrit un peu ces maladies-là? Ben, c'est des maladies chroniques, puis c'est caractérisé par des périodes de rechute, puis des périodes de rémission en termes d'inflammation intestinale. Qu'est-ce qui cause cette inflammation-là? Normalement, on dit c'est idiopathique, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui cause, mais dans les faits, plus le temps avance, puis plus on a des données qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui est impliqué dans l'apparition de ces maladies-là. Normalement, on dit qu'il y a une part génétique, donc la présence ou l'absence de certains gènes. Il y a aussi le microbiote intestinal qui a une grosse influence sur l'incidence de ces maladies-là. Puis finalement, il y a tout le rôle de l'environnement dans lequel on vit, là, qui, on le sait, a une grosse incidence sur ça. Juste pour donner une petite idée, là, on disait qu'en 2023, il y a environ 325 000 Canadiens là, qui avaient ce diagnostic-là. Mm. On retient que c'est quand même un des taux de prévalence les plus élevés dans le monde. Mhm. Puis en 2035, on pense qu'il va y avoir un peu plus de 1% des Canadiens qui vont vivre avec une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, c'est quand même quelque chose de non négligeable, surtout en considérant que c'est une maladie chronique qui engendre des coûts de traitement et d'hospitalisation quand même C'est quand même importants. important, ouais. La majorité des nouveaux diagnostics, quand est-ce qu'on a cette nouvelle-là, qu'on vit avec cette maladie-là, ben, c'est entre 20 et 35 ans. Donc, oui, c'est une maladie chronique, mais si on a un nouveau diagnostic à 25 ans, ça se peut que dans les 24 années précédentes, il n'y ait absolument aucun symptôme, puis qu'au final, on arrive à 25 ans, puis là, les premiers symptômes apparaissent. Mais depuis quelques années, les taux d'incidence sont stables chez les adultes. C'est vraiment chez les enfants que le rythme des nouveaux diagnostics est vraiment en augmentation. OK. Puis est-ce que la présentation est pire chez les enfants? Euh, En règle générale, on dit qu'au diagnostic, les présentations des enfants sont un petit peu plus sévères, OK. l'atteinte est un petit peu plus extensive là, au niveau des sites intestinaux atteints. Donc, on pourrait dire que, disons, en moyenne, oui, c'est un petit peu plus sévère. Puis là, je tiens tout de suite à différencier parce que il y a aussi une autre maladie très différente là, qui s'appelle le syndrome du côlon irritable. Puis ça, c'est vraiment deux entités différentes là, parce que oui, alors, il y a des symptômes qui se recoupent énormément, mais dans le syndrome du côlon irritable, il n'y a pas de tableau inflammatoire, il n'y a pas d'activité inflammatoire, il n'y a pas de dommages intestinaux objectivés, là. Donc, c'est deux trucs vraiment différents. Merci pour la précision. Fait un peu plus précisément, comment ça se présente une MII?
Ben, si on essaie un peu de différencier les deux, on parle d'inflammation intestinale, mais en fait, dans la maladie de Crohn, l'atteinte peut aller de la bouche à l'anus inclusivement. Ça peut être certains segments, ça peut être plusieurs segments, c'est très variable. Tandis que pour la colite ulcéreuse, mais comme son nom l'indique, l'atteinte est uniquement au côlon, souvent une atteinte rectale aussi. Donc, c'est pas toujours tout le côlon, mais c'est certaines parties du côlon qui sont atteintes. Les symptômes qui reviennent le plus souvent, dont on entend le plus souvent parler, ben, c'est ça, c'est des diarrhées, des douleurs abdominales, du sang dans les selles, des selles nocturnes fréquentes, une perte de poids inexpliquée. C'est souvent ça, là, dans les dernières semaines, derniers jours avant d'aller consulter, là, qui sont les motifs de consultation principale. Euh, c'est quand même, pour les gens qui vivent avec ça puis qui sont pas bien contrôlés, c'est assez handicapant, là, parce qu'au final, tous les déplacements, toute l'organisation de ta journée, si t'es pas bien contrôlé, ça dépend de quel point tu as une toilette qui est C'est proche. ça, là, c'est Tu sais. stressant si t'es en voyage, C'est ça. S'il faut puis... que tu fasses un Mm, trajet de 2 heures, mm, ben, tu sais, il faut que tu regardes c'est quand les haltes, puis il y a même des applications qui existent pour ça, que les gens téléchargent là, pour mhm. savoir où la toilette la plus proche de chez moi. Donc, c'est assez lourd là, comme symptôme. Pour essayer encore de différencier un petit peu les deux, quand on parle de sang frais, très rouge, beaucoup de sang dans les selles, là, ça pointe plus vers une atteinte colique, donc peut-être plus une colite ulcéreuse. C'est sûr aussi qu'il y a des colites de Crohn uniquement qui existent, peut-être un petit peu moins fréquent. Puis, surtout pour le Crohn, la présentation est assez variable. Puis, ce qui arrive souvent aussi, c'est que le motif de consultation initiale, c'est même pas un symptôme digestif. Parce qu'il y a plein de manifestations extra-intestinales du Crohn, notamment au niveau de la peau, au niveau des yeux, Mhm. au niveau des articulations. Les gens peuvent aller consulter parce qu'ils se disent depuis des semaines, j'ai mal au poignet, j'ai mal au genou, je comprends pas pourquoi. Puis là, de fil en aiguille, il se ramasse avec un diagnostic de Crohn alors qu'il n'y avait aucun symptôme intestinal. Je trouve ça intéressant que tu mentionnes ça. Mm. Mm. Fait que maintenant, je vais vous amener dans un cas qu'on va pouvoir regarder un peu tout au long de l'épisode. Disons, Émile, que j'ai une adolescente de 13 ans, que tu vois dans ton équipe interdisciplinaire. C'est un nouveau diagnostic de Crohn, justement, mais il n'y a pas d'antécédents familiaux de MI. Là, avec ses parents, ils ont lu un peu sur Internet. Elle comprend pas Mm. pourquoi là, cette condition, vu que tu sais, génétiquement, il y en a pas de diagnostiqué cliniquement. Fait que ce serait quoi les autres facteurs de risque qui l'auraient prédisposé justement à sa maladie de Crohn? Ben ça, je pense que c'est intéressant aussi à aborder avec les patients assez rapidement parce que il peut y avoir des parents qui ont un certain niveau de culpabilité par rapport à ce nouveau diagnostic-là pour leurs enfants, de dire oh là là, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est Mhm. quoi les erreurs que j'ai faites? Mais au final, il n'y a pas vraiment d'erreur que les parents puissent avoir commis. Parce que, bon, justement, le facteur de risque le mieux documenté, le mieux connu, c'est le fait d'avoir des parents du premier degré qui ont un diagnostic. Mais en même temps, même si c'est le plus connu, ça concerne seulement 10% des patients. Tous les autres patients qui n'ont pas des parents du premier degré atteints, ça veut dire qu'il y a toutes sortes d'autres de facteurs de risque. Qu'est-ce qui est bien documenté? Bon, il y a le tabagisme qui concerne souvent relativement peu nos patients, mais qui est quand même bien documenté. Puis ça, c'est toujours un peu drôle, je le mentionne quand même, même si ça concerne plus les adultes, mais on sait, les revues de littérature ont montré que le tabagisme, c'est délétère pour le risque d'avoir une maladie de Crohn, mais ça a un effet protecteur pour la colite ulcéreuse. C'est quoi les mécanismes derrière ça? C'est pas super bien expliqué. Puis moi, je nuance toujours en disant il y a toutes sortes d'autres de bénéfices à arrêter de Commencez fumer. pas à les fumer, là! Non, mais on peut pas dire que ça augmente le risque d'avoir une colite. Mhm. Mais bon. Après ça, on dit que les maladies inflammatoires, c'est vraiment une maladie de pays développés, occidentaux, des pays industrialisés. Pourquoi? Bon, il y aurait peut-être l'influence d'un certain niveau de pollution atmosphérique. Le fait qu'on mange énormément d'aliments transformés, très, très riches en calories. Puis je pense que mes collègues nutritionnistes vont pouvoir rediscuter de ça tantôt. Puis toutes sortes d'autres habitudes de vie, bon, sédentarité, niveau de stress, tout ça, c'est beaucoup des hypothèses. Puis ce qu'on sait aussi, puis ce qui est intéressant, c'est que
Pour les immigrants qui viennent de pays où est-ce que les taux de prévalence sont plus faibles, quand ils déménagent, mettons ici au Canada, leur risque d'avoir la maladie d'inflammatoire de l'intestin augmente. Donc, les immigrants, ils adoptent le risque Mm. du pays où ils arrivent. Puis c'est encore plus vrai pour les enfants qu'ils vont avoir ici, finalement. Et fait que, ça met en lumière vraiment toute l'influence des facteurs environnementaux Ouais. puis les habitudes de vie Ouais, à ce moment-là. ben oui, Mm. puis un autre point quand même cocasse qui souligne ça, c'est qu'au sein d'un même pays, certains pays européens comme la France, il y a même des gradients nord-sud qui ont été décrits au sein d'un même pays. Comme quoi il y aurait plus de maladies dans le nord, mais il y en aurait moins dans le sud. Fait que là, Mm. est-ce que c'est, tu sais, c'est pas une influence du système de santé, c'est pas vrai, peut-être l'alimentation, le niveau d'ensoleillement, vitamine D, ça Mm. aussi, ça fait partie là, des hypothèses. OK, c'est bon. Ben, merci beaucoup. C'est une bonne introduction sur les maladies inflammatoires de l'intestin. Fait que je retiens quand même que le taux d'incidence est très élevé dans les pays à haut revenu, puis qui est en croissance chez les moins de 18 ans au Canada actuellement. Ouais. J'ai bien compris? Je vais continuer avec toi, en fait, Émile, pour un peu survoler les catégories de traitement. Puis après ça, on en reparlera plus vers la fin, parce que j'ai envie de m'intéresser aussi à l'aspect plus nutritionnel. Fait que c'est quoi un peu les objectifs thérapeutiques qu'on veut atteindre, justement, quand on a un nouveau diagnostic? Ben, c'est sûr qu'on présente ça un peu par étapes, mais l'objectif final, c'est ce qu'on appellerait la rémission profonde. Puis ça, il y a comme trois couches, on va dire, là. La première, ben, c'est la rémission clinique. C'est de regarder l'enfant, l'ado qu'il y a devant nous, puis de dire, ben, il n'y a plus aucun symptôme. Les symptômes initiaux de présentation, ils sont réglés. Il n'y a plus de problème de selle nocturne, il n'y a plus de rectorragie, rien. L'enfant se sent bien, puis il va à ses activités. Mais des fois, les enfants comme ça, on le sait avec diverses investigations que la maladie n'est pas vraiment contrôlée. Puis ça, on peut le voir, par exemple, à une endoscopie de contrôle. Donc ça, on veut atteindre une rémission endoscopique. On passe la caméra, on regarde, il n'y a plus de lésions, il n'y a plus d'ulcères. C'est comme une rémission endoscopique. Puis le dernier niveau, c'est la rémission histologique. Donc, pendant la scopie, on va faire des biopsies, on va regarder s'il y a des signes d'inflammation. Puis ça, ben, c'est vraiment quand on atteint ce niveau de rémission-là, on sait qu'on est vraiment en rémission profonde. Comment on fait pour y parvenir? Ben, honnêtement, ça prend des médicaments dans pas mal tous les cas, tous les diagnostics. Il y a vraiment plusieurs catégories de médicaments. Puis comment on fait pour choisir l'un versus l'autre? Ben, c'est sûr que les traitements ne sont pas exactement les mêmes selon que ce soit une colite ou un Crohn, mais ça dépend aussi de la sévérité de la présentation. Donc, la sévérité, on la voit tout d'abord, comme je disais, à l'endoscopie. À quel point est-ce qu'il y a plusieurs sites intestinaux atteints? Est-ce qu'il y a des complications qu'on a vues aussi à l'imagerie, comme par exemple des sténoses dans la maladie de Crohn, des choses comme ça? Et on va aussi utiliser, il y a des scores de sévérité là, qui existent, comme le PUCAI pour la colite ulcéreuse. En anglais, là, c'est Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index. Donc, Le PUCAI. c'est ça, avec une variante aussi pour le Crohn. Donc, bon, ça, c'est des données comme est-ce qu'il y a présence de douleur abdominale, combien de selles par jour, est-ce qu'il y a de la fièvre, est-ce que je ne me rappelle plus tout par cœur. Mais c'est des scores validés là, qu'on utilise. Ouais, qui ont été Mm. utilisés comme en recherche là, dans les papiers. Ouais. Puis finalement, il ne faut pas l'oublier, mais le choix de thérapie, ça va aussi dépendre de la préférence des patients et des familles. Parce que ça, c'est important aussi que le meilleur traitement, c'est celui qu'on prend. Donc, on veut s'assurer que le patient le prend. Mhm. La chirurgie fait partie des options de traitement. Je pense qu'on peut dire qu'on essaye de s'en sauver le plus possible, mais il y a des présentations plus sévères où est-ce que ça devient une première ligne urgente, puis on ne peut pas vraiment s'en sauver, comme mettons un méga colon toxique ou une perforation majeure avec un sepsis. C'est sûr que c'est rare là, à la présentation initiale, mais ça peut arriver. Puis ce que je peux dire aussi par rapport à ça, c'est que les médecins ont tendance à introduire le concept de chirurgie assez tôt dans les discussions avec les patients,
parce qu'ils veulent que si jamais on se rende là, ben, que les familles aient le temps un peu de Mhm. se faire à l'idée de dire, ah, OK, c'est ça qui va arriver, c'est ça les conséquences possibles. Pour pas Donc, que ce soit une surprise. c'est ça, parce que ça peut Mhm. être assez déstabilisant. Mhm. Ok, je comprends bien. Ben, merci beaucoup pour cette mise en bouche sur les traitements. Je me tourne vers vous, Geneviève, Omar, pour les aspects plus nutritionnels. C'est quoi votre rôle, vous, justement? On a notre adolescente de 13 ans, nouveau diagnostic. C'est quoi le counseling que vous lui faites quand vous la rencontrez? Nous, en tant que nutritionniste, tu sais, notre rôle, ça va vraiment être de procéder à son évaluation nutritionnelle. Donc, tu sais, cette patiente-là, elle se présente avec bon, différents symptômes. Est-ce qu'elle a eu une perte de poids? Est-ce qu'il y a des aliments qui sont plus ou moins bien tolérés? Tu sais, fait que ça va vraiment être d'aller regarder tout ça, puis de regarder donc comment tu sais, comment elle va se présenter là, tu sais, avec cette maladie-là. Puis, ben, de voir s'il y a une malnutrition, entre autres, qui s'est développée. Si oui, bon, comment on va la régler, cette malnutrition-là, comment on va aller la corriger par différents moyens. Tu sais, sinon aussi, de regarder s'il y a des carences qui se sont développées ou si elle est à risque de carence aussi. Tu sais, donc, ça va être aussi d'aller regarder cet aspect-là. Puis, ce qu'on va aussi aller vouloir voir, c'est est-ce que ça pourrait être une bonne candidate pour la thérapie nutritionnelle exclusive? Euh, donc ça aussi, ça va être quelque chose qu'on va aller regarder. Euh, Puis, bon, finalement, on répond à ces questions. C'est souvent des familles qui vont être qui vont avoir beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de craintes aussi. Donc, on répond à toutes leurs craintes. Puis, finalement, ben, on établit un suivi, tu sais, on détermine un Mhm. suivi, puis tant et aussi longtemps que c'est nécessaire. Ok. Puis là, tu as parlé de la thérapie nutritionnelle exclusive. C'est quoi exactement? C'est quoi les critères? Mhm. Mais dans le fond, la thérapie Ouais. nutritionnelle exclusive, là, c'est un traitement nutritionnel exclusif, le nom le Ça le dit. dit. Exactement. Où on va être alimenté à presque 100% là, d'une Ok. formule complète polymérique avec vitamines, minéraux, protéines, tout ce qu'on a besoin à l'intérieur. L'autre 5% étant, mettons, des liquides clairs en parallèle, là, juste Ok. pour le confort, pour goûter autre chose. Mhm. Puis dans le fond, cette thérapie-là va permettre de faire un repos digestif pour vraiment calmer un peu l'inflammation qui se passe. Puis ça a été démontré pour avoir des résultats aussi efficaces que de la cortisone pour atteindre la rémission. Donc, dans un certain cas, on peut avoir, par exemple, une patiente qui a une bonne malnutrition avec une perte de poids, avec une atteinte iléale. Ça, c'est vraiment nos deux critères idéaux. Finalement, ça ne fonctionne pas avec les colites ulcéreuses. Donc, quand on a la maladie de Crohn, on va pouvoir à ce moment-là discuter possiblement si le médecin est d'accord. Évidemment, avant qu'on arrive avec ça, ils vont un peu faire un screening avec la patiente si c'est quelque Mhm. chose qui est réaliste avec le contexte, parce que c'est pas Mhm. quelque chose qui se fait à la légère, bien évidemment. Et puis là, on va atteindre, c'est ça, la rémission clinique au travers un repos digestif. Et puis, l'argument, le fait que c'est aussi efficace que la cortisone. Dans les effets secondaires de la cortisone, c'est vraiment quelque chose qui peut faire une grosse différence là, pour les familles de se dire, mon Dieu, c'est naturel. Puis avec une perte de poids, souvent quand on va avoir une alimentation comme ça, riche en calories, protéines et tout le reste, ça nous aide vraiment à corriger la malnutrition, en plus de faire le repos digestif, calmer l'inflammation Ok. intestinale. Ça, Fait c'est vraiment de la... Pardon, je il n'y a pas de t'interromps, là, mais c'est problème. vraiment de la littérature plus pédiatrique. C'est vraiment la Que... littérature Ouais, pédiatrique. ok. Dans le fond, c'est dans les guidelines en pédiatrie, c'est le gold standard, c'est ce qu'on devrait recommander en première ligne là, pour justement nos patients maladies de Crohn avec malnutrition atteinte iléale et tout ça. Et puis, à l'adulte, je ne sais pas si ça pourrait se faire à l'adulte, mais c'est pas quelque chose au niveau de la compliance qui est évident de leur côté, alors qu'en pédiatrie, c'est un petit peu plus évident quand on a le soutien de la famille, quand on a tout le monde autour de nous là, qui nous encourage, les médecins y compris, quand on parle d'effets secondaires. Cortisone, c'est pas sans influence sur la croissance, sur un paquet de choses. Fait qu'en pédiatrie, on est vraiment, veut pas, sensibilisé là, par rapport à Mais ça. c'est ça que j'allais dire aussi. Je pense que dans la présentation initiale ou même au décours de la maladie qui est mal contrôlée pendant longtemps, un retard de croissance, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui apparaît souvent chez nos Mhm. patients. Fait que Mhm. ça, la thérapie entérale exclusive, ça a comme un intérêt de plus par rapport à la Tout cortisone à qui peut fait. venir quasiment aggraver ça si c'est pris à long terme. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est vraiment fonctionnel par rapport à une atteinte iléale. Tu sais, Mhm. comme Émile a dit un peu plus tôt, c'est le Crohn, c'est de la bouche jusqu'à l'anus, c'est vraiment tout le tube digestif au complet. Quand c'est un Crohn avec une atteinte colique, il n'y aura pas des résultats très, très efficaces, là, si on veut. Mais dans certains cas, quand on n'a pas d'autres options thérapeutiques à cause qu'on a une prise d'antibiotiques, par exemple, dans un contexte d'abcès ou autre, on ne peut pas commencer un médicament pour traiter la maladie inflammatoire, bien, on peut se décider entre-temps de faire quand même la thérapie exclusive pour traiter
quand même en partie, ou du moins essayer de calmer un peu l'inflammation qui se passe dans les intestins. Puis après ça, pouvoir, une fois que la thérapie d'antibio terminée, mais passer vers OK. autre chose, là. Est-ce que vous avez beaucoup de patients sous la thérapie Pas nutritionnelle? beaucoup. Non? Ça nous arrive des fois de temps en temps. Avant, un petit peu plus, mais maintenant, on est beaucoup rendu avec d'autres options aussi que la cortisone là, pour ce qui est d'atteindre, de faire une rémission. Donc, ça arrive de temps en temps. Ce qui peut nous arriver plus qu'avant, c'est de faire une combo, là, une bithérapie, là, où est-ce que souvent, ils veulent commencer un anti-TNF, par exemple, avec une thérapie exclusive pendant 4 semaines, par exemple, où est-ce qu'on va pouvoir renourrir le OK. patient, calmer l'inflammation, en même temps que d'avoir le médicament qui va en parallèle fonctionner. Donc, ça, c'est ce qu'on voit plus récemment. C'est pas tous les médecins qui décident de prendre cette avenue-là. C'est très patient, médecin, dépendant et tout. Mais reste que nous, de notre côté, on voit vraiment tous les bénéfices que ça peut créer, cette fameuse thérapie exclusive-là, le OK, je comprends. nutritionnel. Puis pour avoir ces bénéfices-là, justement, chez les patients maladie de Crohn avec l'atteinte idéale, il faut vraiment que ça soit exclusif parce que le partiel, on n'aura pas les bénéfices escomptés. Exactement, c'est une super bonne question. Ça a été étudié. Est-ce que de façon partielle, ça pourrait fonctionner autant, puis d'avoir une alimentation régulière 50% du temps, par exemple, puis 50% du temps, l'alimentation qui serait comblée avec la thérapie nutritionnelle, mais ça n'a pas démontré d'effet. À ce moment-là, OK. si c'est fait de façon partielle, ça aura plus l'impact d'un supplément, Ouais, OK. finalement, que d'un traitement en tant que tel. OK, je Fait que ça comprends. va aider la malnutrition, mais pas le traitement de l'inflammation OK, en tant que c'est tel. bon. Donc voilà. Puis c'est quoi qu'on utilise comme produit? J'imagine on l'achète pas à l'épicerie nécessairement. Non, là, non, pas du tout. Puis c'est une bonne question parce qu'il y a toutes sortes de produits qu'on disponibles en pharmacie, par exemple, sur les tablettes et tout ça. C'est pas ce genre de produit-là qu'on utilise. OK. Nous, on a vraiment besoin, étant donné que c'est 95% de l'alimentation, que c'est ça qui va nous aider à combler nos besoins. Ça prend une formule qui est complète, qui a tout ce qu'on a, vitamines, protéines et compagnie, calories aussi. Tu sais, nous, quand on calcule nos besoins de combien qu'on veut donner à un patient, on regarde le degré de malnutrition, est-ce qu'on a un rattrapage pondéral à faire. Fait que c'est vraiment personnalisé par rapport à ça. Donc, généralement, on y va avec une formule polymérique, mais il y a possibilité d'avoir n'importe quelle formule complète nutrition liquide va fonctionner. Donc, on a des patients qui ça arrivé où est-ce qu'on avait une allergie à la protéine de lait. Généralement, on va donner une formule qui est complète avec la protéine de lait. Donc, dans ce cas-là, on est un petit peu mal pris. On est allé vers une autre formule qui était hypoallergène, qui ne contenait pas de protéine de lait. C'était des acides aminés. Ça a super bien fonctionné. Fait que c'est vraiment l'idée du repos digestif. Puis comme c'est sur plusieurs semaines, ben c'est ça, on n'a pas le choix d'aller vers quelque chose de complet pour pas avoir de carences OK, ou je de comprends. problèmes Fait que sous-jacents, là. justement, pour cette substitution-là, tu as utilisé dans le fond les formules qu'on utiliserait dans la nutrition entérale. Mhm. C'est ça? OK. Tout à fait. Puis c'est sûr que généralement, c'est un traitement qui est fait de façon orale. Donc, on veut une formule qui goûte bon aussi. Ouais, Il c'est y a ça. des façons de l'aromatiser un petit peu pour donner des petits goûts, Ouais. pour pas que ça goûte toujours la même chose matin, midi, soir, parce que si notre alimentation, c'est que ça, ben, ça implique que c'est nos 3 repas par jour, OK, c'est nos quand même. collations. C'est des bonnes quantités quand même C'est des aussi, bonnes là. quantités. On a déjà eu un 3 litres, ça a été le Oui, plus gros oui. pour un Ben oui. grand ado, athlète, tu sais, qui a des grands besoins énergétiques. On peut concentrer quand c'est de la poudre, là, ça OK, nous ouais. aide à mettre un petit peu plus de concentration, mais c'est quand même des gros Déjà, là, volumes. tu sais, quand on a une procédure dentaire, je me suis fait arracher mes dents de sagesse. Je trouvais ça long, la diète liquide Ouais. après, là. C'est Ouais, comme me ouais. nourrir juste au supplément liquide. Imagine pendant 4 à 6 C'est semaines. ça, exact. OK, C'est je dépendamment, comprends. là, dépendamment de si on fait une bithérapie avec un autre médicament en Mhm. parallèle, ben, on va pouvoir avoir un 4 semaines généralement. Des fois, un petit peu moins selon, mais sinon, le classique, c'est entre OK. 6 à 8 semaines. Puis c'est vraiment là qu'on voit plus d'impact Ouais, au niveau de la prise de poids, de calmer l'inflammation parfait. et tout le reste, là. C'est ça, on leur dit que C'est c'est ça. temporaire, puis on fait beaucoup de blabla avec la famille où est-ce qu'on Oui. leur dit de faire attention à ça, bien évidemment, puis de peut-être partager un petit bouillon, justement, tout Mhm. ensemble, avant le repas Ouais. principal par la suite, là. Puis on leur dit, tu sais, on leur dit, ça, c'est ton repas, tu sais, fait qu'il faut vraiment que ça soit traité comme un repas, tu sais, tu vas Ben oui. pas, comme dit Geneviève, tu vas pas le boire tout seul dans ton coin, tu sais, on prend le temps, il faut que ça reste quand même une expérience, dans la mesure du possible, quelque chose de positif, tu sais. Je comprends. Ouais. Donc, je comprends avec justement tous ces produits-là, le risque de carence nutritionnelle est très, très faible. Mais là, si je reviens à notre adolescente, là, elle a entendu plein de choses, elle veut savoir qu'est-ce qui va la faire guérir plus vite. Est-ce qu'il faut qu'elle fasse une diète particulière, comme du sans gluten, du sans fibres, sans lactose? Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a entendu quelqu'un que ça allait fonctionner, lui. Fait que
Qu'est-ce que vous leur dites à ces Ben, gens? ça, c'est une très bonne question. Puis effectivement, ça nous revient à toutes les fois. Tu sais. C'est Mm. normal, tu sais, les gens veulent savoir, c'est quelque chose que je peux faire qui va comme Ouais. tout. Quelque chose de concret, Oui, qui c'est ont ça. pouvoir dessus, Un tu sais. miracle, exactement. Ouais. Mais la réponse, c'est qu'il n'y en a pas de diète miracle. OK? Donc ça, c'est pas quelque chose qui, en tout cas aujourd'hui, est étudié ou en tout cas a été déterminé. OK? Euh, En gros, ce qu'on dit, c'est qu'on va beaucoup s'adapter en fonction des symptômes gastro-intestinaux. Tu sais. Euh, mais il y a pas, c'est vraiment la gestion de symptômes, en gros, par rapport à la diète. Tu sais, c'est sûr que si, par exemple, la patiente avec le Crohn a une sténose, tu sais, c'est sûr que si on a vraiment une notion de sténose, là, oui, on va limiter les fibres insolubles. On va même, tu sais, vouloir beaucoup les réduire pour éviter qu'il y ait une occlusion, tu sais, une subocclusion. Euh, Si jamais il y a une intolérance au lactose, ben à ce moment-là, elle va être transitoire. Tu sais, c'est pas une Mhm. intolérance qui va nécessairement perdurer dans le temps. Fait que le fait de retirer le lactose d'emblée, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va recommander Mhm. parce que ben, bien souvent, c'est tout simplement pas nécessaire. Tu sais. Mhm. Euh, Par rapport à la diète sans gluten, ben, honnêtement, à moins que tu aies déjà une intolérance au gluten ou une maladie cœliaque, mais encore là, ça va pas nécessairement changer quelque chose. Puis ça, on l'entend aussi très souvent. On pense que le gluten ou quoi que c'est le démon, tu sais, mais pas du tout. Tu sais, c'est ça. Si à la base, tu n'as pas de maladie cœliaque ou tu n'as pas de sensibilité au gluten, ben, tu pourrais en consommer OK. sans problème. Puis y a-t-il, mettons, un aliment qui serait comme un peu plus à faire attention Mais c'est sûr ou que pas, justement? le maïs, tu sais, mettons, puis ça, on le connaît tous, puis même les parents, des fois, ils nous le mentionnent même avant qu'on le dise, tu sais. C'est sûr que le maïs, oui, on va faire attention. C'est pas quelque chose qu'on va nécessairement recommander puis dire, ah, tu peux en consommer autant que tu veux, Mhm. surtout pas si y a une sténose, tu sais, mais le maïs, c'est pas quelque chose qu'on va recommander, mais éventuellement, quand ça va bien aller, puis quand il y aura, quand la personne va être en Mhm. rémission, elle peut en consommer une fois de temps Est-ce en que temps c'est sans maïs problème. même sous forme de popcorn? Oui, fait que le popcorn, le maïs Le en maïs grains, entier, c'est oui. sûr que Mhm. la fécule de maïs, ça, c'est pas un OK. problème. L'huile de Mhm. maïs non plus, Ouais, tu sais. ouais. C'est La vraiment farine de plus maïs, c'est le... correct. Les OK. fameuses, Exact. c'est ça, des croustilles qu'on Fait que tu connaît, peux aller manger c'est des, correct, là. des tacos aussi. Oui, 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 tout à OK. exact. fait. C'est vraiment OK. plus le grain puis le popcorn. C'est le côté mécanique Ouais, ouais, finalement je de la comprends. chose. Surtout quand OK. on est en période inflammatoire, on peut avoir justement la lumière de l'intestin qui est un petit peu réduite, Mhm. donc on Mhm. veut éviter d'avoir justement des problèmes, subocclusion et Je autres. comprends. Fait que certains, surtout le maïs, on connaît, c'est difficile à digérer pour tout le Mhm. monde. Oui. Fait qu'on va recommander particulièrement en période de rechute, tu sais, parce que c'est vraiment des Mhm. montagnes russes. Ouais. Moi, en tout cas, Omar et moi, on parle beaucoup de 2 phases là, quand on a nos maladies inflammatoires en période de rechute, en période de rémission. En période de rechute, c'est là qu'on est symptomatique, c'est là où est-ce qu'on a plus de risque d'avoir des effets secondaires reliés à la maladie inflammatoire, dont la sténose, donc tout ça. Fait que c'est vraiment plus dans ce contexte-là qu'on va leur dire de faire attention à plus de choses. Mais quand on est en rémission, on a une diète Mhm. plutôt, tu sais, il n'y a pas vraiment de restrictions. Comme Exact. on disait, c'est une gestion de symptômes. Mhm. Donc, on s'adapte selon cliniquement comment le patient va. OK, je comprends. Puis comme un peu tout le monde, on recommande, par exemple, la diète méditerranéenne, puis Mhm. Ben, et tout. c'est ça. Ouais. Nous, notre angle à nous, comme je disais, il y a 2 phases. C'est en période de rechute, on va y aller avec les symptômes cliniques, on va essayer de soulager le patient. Mhm. C'est vraiment ça notre angle. Puis après ça, en période de rémission, quand on va bien, si tu tolères bien le lactose, on va réintroduire le lactose. Mettons que tu l'avais Mhm. retiré, ça se peut que ce soit transitoire à cause de Mhm. l'inflammation ou est-ce que les fonctions de l'intestin pour larguer la lactase est moins efficace. Donc, on va vraiment ajuster. Puis certains patients peuvent être un peu mieux sans gluten temporairement, revenir après, tu sais. Donc, mais quand on est de retour vraiment en haut de la courbe, ou est-ce qu'on est en Mhm. période de rémission, notre angle, c'est vraiment la santé du microbiote. Tu OK. sais, c'est vraiment ça qui est notre objectif premier, parce qu'un Mhm. microbiote en santé, ben, ça a vraiment Mhm. plein d'effets bénéfiques, surtout pour nos patients avec maladies inflammatoires, Puis, autant Crohn que colite parlant de ulcéreuse, là. microbiote, qu'est-ce que tu dis pour les probiotiques à tes patients? On Ben, peut s'en acheter. Ben, au niveau des probiotiques, c'est pas, il n'y a pas de recommandation Mm. là, comme telle sur telle souche ou quoi que ce soit. C'est sûr que d'avoir un microbiote en santé, d'avoir, c'est pas, ça ne va pas nuire. Mais à quel Mhm. point ça va aider, que ça va faire une différence, c'est pas démontré. Donc, c'est ce qu'on leur dit. C'est sûr qu'on va pas leur mentionner d'introduire puis d'essayer les probiotiques en grosse période de rectoragie quand on va pas super Ouais. bien. Mhm. S'ils veulent l'essayer, c'est encore là dans notre phase un peu plus de quand ça va bien, où est-ce qu'on veut repeupler peut-être notre Mhm. microbiote, mais il n'y a pas de recommandation à ce jour. Peut-être un jour, il va en avoir, mais à ce point-ci, consommer des fibres alimentaires avec une diète comme diète méditerranéenne, où est-ce qu'on a justement pas trop d'aliments transformés,
transformés, pas Mhm. trop de sucre, pas Je trop de comprends. sel, aliments cuisinés maison. On pourrait même avoir des bons gras à l'intérieur de tout ça. Ben, c'est vraiment l'idéal. Puis toutes les fibres alimentaires contenues dans la diète méditerranéenne, ben, ça va nourrir les bactéries intestinales. Puis là, ça va faire une espèce de cascade Mhm. où est-ce qu'on va avoir la production d'acides gras à chaîne courte Je qui, comprends. eux, ont vraiment des propriétés anti-inflammatoires. Fait que c'est pour ça que la diète riche en fibres n'est pas un traitement, Mhm. mais c'est sûr que ça aide au niveau de la santé digestive, puis ça peut juste aider tout le reste OK, par rapport à la super. Puis j'ai maladie une dernière question inflammatoire. avant de passer aux médicaments. Est-ce que votre quantiline aurait changé si l'adolescente avait eu une colite ulcéreuse? Ben, tu sais, pas Non? vraiment, dans le Mm. sens où ça reste une maladie inflammatoire. C'est sûr qu'on proposera pas de thérapie nutritionnelle Oui. exclusive. Tu sais, comme l'a mentionné Geneviève plus tôt, c'est vraiment plus pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn. Mais essentiellement, on est vraiment plus basé sur est-ce qu'il y a une malnutrition, est-ce qu'il y a un risque de OK. carence, est-ce Mhm. que, tu sais, le degré d'atteinte, qu'est-ce qui est atteint exactement, puis en fonction des craintes du patient ou de la OK, patiente. parfait. Merci beaucoup. Ça fait Pour vrai, j'ai plaisir. vraiment beaucoup appris là, en Mhm. discutant avec Moi vous. aussi. Merci. Puis là, Émile, je reviens vers toi, pharmacien en étage en gastro. Mhm. Fait que là, par exemple, un Crohn modéré sévère qui se présente, c'est quoi les options de traitement? Puis là, tu sais, tu me parlais justement de la rémission, le maintien. C'est quoi les grandes catégories de médicaments? Euh, Ben, mettons, c'est ça, on distingue les médicaments qui sont capables d'induire une rémission puis ceux qui vont être capables de le maintenir. Il y en a qui font les deux en même temps, mais il y en a que non. Euh, une première ligne qu'on voit souvent, pas systématiquement, mais souvent, c'est les fameux corticostéroïdes, souvent intraveineux au début, puis par la bouche par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on va donner au moins temporairement pour au moins débuter l'induction de la rémission. Mais c'est jamais, jamais utilisé comme traitement de maintien à long terme. Il y a beaucoup trop d'effets secondaires, donc c'est seulement un traitement d'induction. Euh, Quelque chose qu'on va voir justement pour une patiente qui serait hospitalisée avec une présentation relativement sévère. Ben, on commencerait avec de la méthylprénisolone intraveineuse, 1 à 2 mg par kilo par jour, en une ou deux prises, puis on continuerait ça jusqu'à temps qu'on ait une bonne réponse. Puis chez certains patients, la réponse, ça peut survenir assez vite, là. C'est une des raisons pourquoi on l'utilise aussi. Des fois, en 48-72 heures, on a des miraculés, là. Donc, Hmm. ça, on est content de ça. Ça peut prendre quelques jours de plus, là, mais quand même. Donc, pour ces patients-là hospitalisés, ben, je dis hospitalisés parce qu'il y a plein de patients qui ont leur diagnostic en externe, qui ont une présentation initiale pas assez sévère là, pour nécessiter une hospitalisation. Mais mettons, pour revenir à ce patient-là, fictif à l'hôpital, ben, c'est sûr qu'il a besoin d'un traitement de fond assez rapidement. Puis, on est dans le domaine de la pédiatrie, hein, donc Hmm. les options documentées, approuvées sont très limitées. Actuellement, c'est intéressant à savoir quand même, mais au Canada, la seule classe de médicaments qui a une indication officielle en pédiatrie pour des maladies inflammatoires de l'intestin, ce sont les fameux anti-TNF-alpha, donc l'infliximab ou l'adalimumab. L'infliximab est intraveineux, puis l'adalimumab est sous-cutané. Euh, Quand on le présente aux patients, souvent on va dire, ben, les deux sont efficaces pour induire puis maintenir la rémission. Donc là, il y a un volet préférence patient. Tu sais, Mhm. est-ce qu'il va être capable de gérer eux-mêmes les médicaments par injection sous-cutanée d'un stylo à la maison à chaque 2 semaines? Ou est-ce qu'il est mieux que ce soit beaucoup moins souvent, que ce soit chaque 4 à 8 semaines intraveineuse? Il y a un volet de préférence patient-famille là-dedans. Euh, Comme dans toutes sortes d'autres domaines pédiatriques, on se fie énormément sur les données adultes. Puis en adulte, il y a plusieurs classes de médicaments qui peuvent être utilisés. Puis vraiment, tu sais, dans les 20 dernières années, là, le traitement s'est complètement changé, surtout depuis l'avènement des premiers biologiques. Donc avant, là, avant ça, en Crohn, ben, c'était assez simple. On commençait par des corticos, puis après ça, on s'en allait sur ce qu'on appelait les immunomodulateurs. L'azatioprine, la 6-mercaptopurine, puis après ça aussi le méthotrexate en maintien. On l'utilise de moins en moins souvent pour différentes bonnes raisons. Premièrement, ce sont tous des médicaments qui prennent des semaines, voire des mois à vraiment agir. Donc, c'est jamais une bonne idée de le débuter seul, là. Il Mhm. faut toujours le combiner à un autre traitement d'induction. Puis il y a aussi plusieurs effets secondaires qui ne sont pas présents avec toutes sortes d'autres de nouvelles classes. Donc, on l'utilise de moins en moins. Il y a aussi toutes sortes d'autres inquiétudes au niveau d'effets secondaires spécifiques en pédiatrie, là.
Les thiopurines, on a certaines inquiétudes au niveau du lymphome surtout chez les jeunes garçons, séronégatifs EBV. Bon, on essaie d'éviter ça autant que possible. Puis ben, le méthotrexate, ben, c'est ça, on essaie d'éviter ça, mettons, chez les adolescentes qui seraient en âge, tu sais, d'avoir des enfants. Il y a tout un risque tératogène. Mais Donc, oui. on essaie de faire attention à ça. Mais là, après ça, c'était pour le Crohn. En colite ulcéreuse, la première ligne, puis même dans des formes qui se rapprochent du plus sévère, ben là, il y a les fameux 5-ASA. Ça, c'est la mésalamine. Il y a toutes sortes de formulations différentes. Quand moi, je l'explique à des patients, des familles, des étudiants, je vais expliquer. La mésalamine, c'est comme une crème intestinale qu'on viendrait appliquer, puis ça agit vraiment de façon topique. Donc, le but, c'est pas que ce soit absorbé, puis il y a un effet systémique. C'est vraiment juste de rendre le traitement au niveau de l'épithélium intestinal atteint. Donc, le défi, c'est qu'il faut que ça se rende, parce que quand on fait juste donner le principe actif comme ça, ben, il est absorbé de façon très proximale dans l'intestin, puis là, ben, il n'y a plus rien qui se rend au site. Donc, ça prend des comprimés à libération prolongée qui font se rendre jusqu'au côlon. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire, ben, la mésalamine, on ne peut pas croquer, écraser, on ne peut pas le dissoudre dans l'eau, il faut que ce soit pris entier. Il y a relativement peu d'effets secondaires. C'est juste qu'au niveau de l'observance, ça peut être difficile. C'est souvent plus qu'une fois par jour, 2, 3 fois par jour. Il y a certains comprimés qui sont très gros, fait que ça peut être difficile pour certains jeunes enfants, ados. Donc, c'est ça. Il y a ces petits défis-là qui peuvent venir aussi en ligne de compte. Si jamais l'observance est difficile, justement, as-tu une alternative à proposer? Ben, l'observance, ça dépend. Tu sais, mettons, pour la mésalamine elle-même, ben, il y a, mettons, une formulation qui est connue pour avoir une libération qui s'étend sur 24 heures. Donc, il y a un choix qui existe, qu'on est sûr que si on le prend juste une fois par jour, l'efficacité est supposée être la même. La contrepartie, c'est que le comprimé il est vraiment plus gros, mais s'il y en a qui sont capables de les prendre, mais tant mieux. La prise juste une fois par jour, c'est facile. OK, donc là, tu me parlais un peu plus là, de toutes ces classes de médicaments-là qu'on connaît bien. Dans la pharmacopée, là, qu'est-ce qui s'est ajouté? Veux-tu m'en parler un peu des nouveaux traitements? Oui, ben comme on venait de parler des biologiques, puis les premiers biologiques, c'était les anti-TNF-alpha, qui sont maintenant utilisés depuis là, plus qu'une vingtaine d'années, qu'on connaît bien, qui sont documentés en pédiatrie. Donc, c'est pour ça aussi, parce qu'il y a toute l'angle de remboursement là-dedans. Il faut que ce soit couvert en externe. Donc, c'est pour ça que les anti-TNF-alpha, comme l'infliximab et l'adalimumab, plus souvent qu'autrement, c'est la première ligne, autant en colite ulcéreuse qu'en maladie de Crohn, dès qu'elle est considérée sévère, parce qu'on sait qu'on va être capable de faire rembourser ça en externe. Après ça, il y a plusieurs autres biologiques qui sont apparus sur le marché. On peut penser à l'ustekinumab, qui est l'anti-interleukine 12 et 23. On peut penser au vedolizumab, qui est l'anti-intégrine. Super intéressant. Là, ça, c'est vraiment comme un biologique qui a un site d'action spécifique à l'intestin. Donc, c'est très intéressant, mais tout ça, ça reste des thérapies approuvées puis étudiées surtout chez les adultes. Ils commencent à avoir des papiers pédiatriques, mais en termes d'indication officielle, de capacité de le faire rembourser, c'est rarement des premières lignes. L'autre nouvelle classe qui fait de plus en plus son apparition, incluant chez nos plus jeunes patients, c'est ce qu'on appelle les petites molécules. En fait, c'est dans la grande classe des anti-JAK. On pense à l'upadacitinib ou au tofacitinib. Quand on regarde, mettons, un adulte avec un nouveau diagnostic, tous ces traitements-là que je viens de mentionner, ils sont pas sur un même pied d'égalité, mais c'est tous des potentielles bonnes premières lignes, autant en induction qu'en maintien. Puis là, après ça, on essaye de les choisir selon les spécificités du patient. Mettons, s'il y a une présentation très sévère au niveau périanal, une fistule périanale, qui est une complication de la maladie de Crohn, mais là, ça, on sait que l'infliximab, c'est mieux documenté pour ça, c'est une première ligne. Mais là, après ça, si on a un patient adulte qui a une phobie maladive des aiguilles, ben là, c'est sûr qu'on on va aller un petit peu plus vite vers les petites molécules parce que ça reste une bonne première ligne. Donc, il y a des avantages et des désavantages pour les deux. Exemple, les petites molécules, ce qu'on aime aussi, c'est que quand on les arrête, ben ça prend 2, 3 jours, puis là, tout l'effet est disparu. Donc, le niveau d'immunosuppression, c'est beaucoup plus facile de le contrôler, tandis que si on prend un anti-TNF-alpha, tu reçois ta dose, ben là, pour 2, 4, 6 semaines, c'est dans ton sang, puis là, peu importe ce qui arrive, il faut que tu le cures. En pédiatrie, tu sais, aussi, pour les anti-JAK, il faut considérer le fait que
il y a pas de solution Mhm. orale pour nos très petits patients Ben parce que oui. les Mhm. diagnostics qui arrivent de plus en plus tôt, là, tu sais, on a Mhm. beaucoup de diagnostics qui arrivent avant l'âge de 10 ans. Donc, mais il reste que pour ces patients-là, comme j'ai dit, d'un point de vue, disons, organisationnel, réglementaire, être capable de faire couvrir l'entité NF-alpha, ça reste notre première ligne. Puis là, une fois qu'on a échoué ça, là, on va se OK. tourner vers toutes ces données adultes, là. Je comprends. Merci beaucoup, Émile. Ça aide beaucoup à placer les choses là, dans ma tête. C'est parfait. Puis là, je reviens à notre cas patient. Justement, elle va commencer l'infliximab. Mhm. Puis là, elle a eu sa ménarche il y a 6 mois. Puis là, elle se demandait pour ses douleurs menstruelles, est-ce qu'elle va pouvoir prendre des INS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène ou le naproxène, parce qu'elle s'est fait dire qu'elle ne peut pas en prendre. Mhm. Oui, puis effectivement, disons, dans notre formation de pharmacien, là, c'est probablement une des premières choses qu'on nous apprend, Mhm. c'est que les INS chez les patients avec maladies inflammatoires de l'intestin, c'est non, puis on peut pas en prendre. Euh, Il y a un fond de vérité à ça, mais après, il faut quand même qu'on le mette en parallèle avec d'autres facteurs. Tu sais, premièrement, bon, d'où ça vient? Ben, c'est sûr qu'il y a des études rétrospectives qui ont regardé l'exposition aux INS puis le risque d'avoir un nouveau diagnostic ou une rechute de maladie inflammatoire, mais souvent, ces études-là, ils sont un peu biaisés avec ce qu'on appelle un biais protopathique, là, où est-ce que finalement l'exposition suit l'incidence et non l'inverse. Donc, les patients ont déjà commencé à prendre Oui. un INS parce qu'il y avait des symptômes Mm. d'une maladie qui était déjà présente. Donc, Mm. c'est pas cet INS-là qui a causé la maladie. Fait que là, c'est un peu c'est difficile de Il y a différencier beaucoup ça. de confondants. C'est Mm. ça, c'est ça. Puis, après, je veux dire, des fois, les patients, ils vont avoir de la douleur. Tu sais, on peut leur dire, OK, commencez par la dose maximale d'acétaminophène. On va essayer de contrôler des douleurs menstruelles ou des douleurs après une Mhm. blessure, peu importe. Puis là, après ça, tu sais, qu'est-ce qui arrive? On passe tout de suite au narcotique. C'est Non, pas c'est ça. Puis tu sais, on toujours veut super qu'elle continue intéressant, à là. aller à l'école. Fait que si on réussit à la Ben, c'est ça. contrôler un peu avec des Tu sais, INS. l'absentéisme scolaire chez les enfants et les ados des maladies inflammatoires de l'intestin, c'est déjà tellement un problème. Mhm. Mm. Si ça prend 2-3 jours d'un anti-inflammatoire pour la replacer puis la remettre sur pied, ben, tu sais, on devrait On va prendre ce aller. risque-là, là. Mhm. Parfait. Ah, mais merci beaucoup à vous trois. Ça Merci fut de très nous avoir intéressant. invités. Vous nous avez vraiment bien expliqué là, les médicaments, le côté nutritionnel pour essayer d'induire justement une rémission clinique et endoscopique et histologique le plus possible, la rémission profonde. Donc, on va mettre plusieurs références à la description de l'épisode. Et ben, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, abonnez-vous à Instagram et Facebook. Je mets des messages clés, je publie les prochains épisodes. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager à vos amis. Tourlou!